Freezing cold in Einstein Tuesday. You the cold maze, say one, freezing cold in Einstein Tuesday. All right. Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. Avec un grand metteur en scène et que c'est vraiment le rôle, je le ferais. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans les films, non. D'un homme, on dit pas il est mignon, il est charmant, il est gracieux, il pétille. jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, boum, hop, on tire la combien là? Ah mais pour moi la première, toi la deuxième. Moi je fais oui Suzy, vous n'êtes jamais contente. Alors je fais, oh bon, c'est fini, y a rien à dire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes méconnues du cinéma. Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a oubliées ou mal digérées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichon. Je suis Julien Guimond et je suis comme toujours accompagné des Freud et Lacan de la mémoire filmique. J'ai nommé Marcel Ratafia et Lou Bobin. Bonjour. Salut. Salut. Alors nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle fois une invitée avec qui nous avions parlé des archétypes féminins précédemment. C'est Maud Lerest. Bonjour Maud. Bonjour. Comment est-ce que tu vas depuis la dernière fois ? Eh ben ça va toujours nickel. Tu n'as pas changé, tu sais. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Maud, vous êtes journaliste santé et autrice spécialisée dans les questions de genre, la santé mentale et le cinéma. Vous êtes également spécialisée dans les violences sexistes et sexuelles. Et vous avez écrit avec Eva Tapiero Les patientes d'Hippocrate quand la médecine maltraite les femmes, paru aux éditions Philippe Ray. Et plus récemment, Tu devrais voir quelqu'un, édition Stéphane Carrière en 2024. Nous allons parler ensemble d'une comédienne dont la carrière a été torpillée par la machine hollywoodienne, la stigmatisant comme folle. Alors Marcel, de qui allons-nous parler ? Son nom ressemble à celle d'une pour qui tout est chaos à côté. Et ce n'est pas un hasard. Cette gosse précoce et engagée, au minois taillé pour le succès, se fait une place à Hollywood et à Broadway dès les années 30. Rebelle, affirmée, d'aucuns diraient trop, elle est arrêtée pour une broutille puis connaît la descente aux enfers. Internée, violée, torturée, bouffée par les rats, elle remontera la pente en bonne rescapée des enfers pour rappeler au monde entier que les actrices sont souvent jugées barges, tarées, toquées, siphonnées du bulbe. Cette bobine, pas branque du tout, c'est Frances Farmer. Alors donc, on l'a évoqué dans ton portrait, hein, Marcel. Frances Farmer est certes une comédienne qui a fait quelques films à Hollywood dans les années 30-40, mais si on la connaît aujourd'hui, malheureusement, c'est surtout pour son destin tragique dans la machine à rêve hollywoodienne, comme on dit. Alors Maud, pour toi, avant de retracer ensemble son parcours, que représente Frances Farmer pour toi ? Franchement, c'est pour moi l'archétype en fait de celle qu'on a jugée folle, donc déjà à tort, et puis qu'est-ce que ça veut dire folle de toute manière. C'était une femme qui était en rupture avec les conventions, avec le star system, qui était politisée aussi. Et donc tout ça, ça faisait d'elle une folle dingo. Et puis bon, on sait très bien quand on est poussé à bout, et on finit par le devenir un peu quelque part folle. Et puis pour moi, ça représente tout ce que peut faire de pire la misogynie, la psychophobie et puis la pression en fait sur les femmes, ce que ça fait des femmes. Pour moi, c'est vraiment l'exemple même de l'actrice qui a été broyée par ce système-là. Et puis quelque part, une figure avant l'heure, quelque part aussi d'un certain féminisme dans le cinéma, quoi. Oui, c'est vrai qu'elle était rebelle aussi. Enfin, c'est vrai que ça, on le verra, mais c'est qu'elle a une personnalité assez forte, comme on pourrait dire. Alors, parlons un petit peu de ses débuts, des débuts, comme on dit, poil à gratter un petit peu. Oui, pour faire un bref panorama de sa vie, du moins la première partie, elle est née en 1919 à Seattle. C'est le troisième enfant de Ernest et Lillian Farmer. Elle a donc une sœur, un frère, aussi une demi-sœur, je vous passe les cousins. Ses parents sont séparés, mais Lillian, qui avait la charge des enfants, décide de les confier à sa sœur, qui les emmène vivre avec leur père pour pouvoir se consacrer à sa carrière. Elle reviendra dans le foyer familial quelques temps après et ne quittera plus sa fille, comme on le verra par la suite. Les relations mère-fille, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Frances va susciter la polémique assez tôt, puisque dès 1931, elle gagne un prix pour un essai intitulé God Dies, donc littéralement Dieu meurt, et la presse locale titre Theatre
Seattle Allez, on y va, Girl, allez, Denies God and Wins Prize. Désolée pour mon très bon accent français. En gros, une jeune fille de Seattle renie Dieu et remporte un prix, ce qui va vraiment défrayer la chronique dans sa ville. Et on le verra quand on parlera du film qui a été tiré de son autobiographie. Ça a vraiment foutu un vrai ramdam. Un sacré bordel, et elle manquera pas de le faire remarquer quand elle deviendra connue et qu'elle reviendra présenter des films dans sa ville. Mais en 1931, elle rejoint l'Université de Washington pour d'abord entamer une formation de journaliste, puis se réorienter vers la dramaturgie. Elle devient membre du théâtre dramatique et rencontre le professeur Sophie Rosenstein. À partir de 1931, un nouveau concours lui permet de gagner un excellent et merveilleux voyage en URSS qui sera vu, comme on le sait, d'un très mauvais œil. Chaussures à fermeture éclair comprise. Exactement. Donc c'est vrai que là, en quelques temps, elle va quand même se mettre à dos les catholiques et en plus la bonne Amérique puritaine qui déteste les commises. Avant le macartisme, elle est déjà bien engagée dans tout ce mouvement de dramaturgie soviétique. C'est vrai que là, elle a commencé assez fort. C'est une personnalité assez affirmée et qui se soucie peu du regard des autres. Et ça, on le sait, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est déjà un mauvais point de départ pour une femme. Oui, complètement. D'ailleurs, à ce propos, il me semble qu'elle est surveillée par le FBI en plus à partir de là. Donc déjà, elle se fout du regard des autres et puis en plus, elle a des opinions. Donc une femme qui pense, des opinions une femme qui pense dans les années 30, déjà aujourd'hui, c'est pas ouf. Et en plus, Edgar Hoover n'aimait pas trop les femmes qui pensent non plus. Non, il n'aimait pas les femmes tout court, je pense. Oui, je crois. Mais on pense à d'autres stars de l'époque qui elles-mêmes, je pense par exemple à celle qu'on appelait la poison du box-office, Katharina Byrne, qui n'était pas tellement appréciée du fait qu'elle était, on va dire, intello, grande gueule, sportive. Elle mettait des pantalons. Elle mettait des putales et... voilà, mais comment veux-tu être glamour comment veux-tu être glamour si tu as des choses à dire ? Parce que la femme fatale, l'actrice, la comédienne, la muse, c'est pas quelqu'un qu'on apprécie pour sa pensée et pour les choses qu'elle a à dire. C'est quelqu'un qui doit être envoûtant, qui doit être mystérieuse. Déjà, pour être mystérieuse, il ne faut pas parler. Et en même temps, ça va quand même être les années 30, en particulier aux États-Unis, la période où on aura les plus grands films, entre guillemets, ce qu'on appelle les films de femmes. Les women's pictures. Avec les grandes figures que sont Mae West, qui produisait et dialoguait ces films. On a fait une émission d'ailleurs à laquelle on vous renvoie, mais aussi, bien sûr, Betty Davis, qui est la première comédienne à avoir attaqué un studio, parce qu'à cette époque-là, on en a régulièrement parlé, c'était des contrats de 7 ans, et au bout d'un moment, elle a commencé à tourner que des navets et elle a dit à la Warner, mais moi je ne fais pas ça. Il y a un très mauvais film avec James Cagney que je vous invite à voir qui s'appelle, en français traduit, La mariée est arrivée par Chronopost. C'est un truc à voir. C'est déjà Chronopost. C'était Mondial Relais. Voilà, mais donc du coup, elle va quand même gagner ce procès, ce qui va être un énorme retentissement à la fin des années 30, début 40. Mais malheureusement, Betty Davis, après, va voir sa carrière décliner. Il y aura beaucoup de mal à revenir sur le devant de la scène. Et Olivia de Havilland, qui dans un autre style, que je pense que personne ne l'a jugée folle, mais qui a quand même subi la double peine, c'est-à-dire qu'elle a attaqué les studios pour rompre son contrat, et elle a fait jurisprudence, mais ça lui a pris 5 ans. 5 ans dans une vie d'actrice, c'est beaucoup, surtout quand on approche de la trentaine. Et après, heureusement qu'il y a eu autant en emporte le vent pour remonter un petit peu la pente. Non, parce que là, ce qu'on peut voir, c'est quand même ce qu'on parle d'actrices, les autres actrices qui ont déjà une carrière presque confirmées. Donc finalement, elles ont presque ce pouvoir-là, même si effectivement, c'est pas évident. Elles ont dû des fois subir les foudres des studios. Mais là, on parle quand même de Frances Farmer qui débute dans le métier et qui part déjà avec des mauvaises impressions, on va dire. Effectivement, il y a le patron du studio de la Paramount qui va la prendre sous son aile, mais très vite, il va se rendre compte, elle ne veut pas déjà être sexy, elle ne veut pas qu'on l'habille n'importe comment, elle vient du théâtre, donc pour elle, c'est pas le même rapport de vérité, le rapport de scène, et ça, déjà, c'est bizarre, pour un studio. Franchement, oui. Et puis même, elle débute avec ces convictions-là, quoi. Donc, comme tu disais, avoir ce genre de convictions quand on est bien installé, qu'on a, mettons, je sais pas moi, 50 ans, je pense que c'est plus simple. Mais quand on débute comme elle et qu'en plus, on a fait cet essai qui s'appelle Dieu meurt, je pense qu'elle se met des bâtons dans les roues alors qu'elle devrait pas, parce qu'un type qui aurait ce genre de propos et qui aurait ce genre de convictions, je pense qu'on considérerait juste comme un mec... qui n'a pas la langue dans sa poche, et puis un peu poil à gratter. Mais par contre, une femme, c'est direct la case folie. Et puis du coup, elle a été internée, quoi. Enfin, je veux dire, là, on parle des femmes jugées folles, mais ça va au-delà de ça. Elle a été internée, elle a eu des traitements par électrochoc, elle a eu des cures insuliniques. Enfin, c'était vraiment de la torture.
Bon, il me semble que tout ce qui est lobotomie, c'est faux, ça s'est jamais passé, mais bon, elle a quand même été, il me semble, agressée sexuellement, voire violée aussi dans les hôpitaux. Non, violée, oui, à force, multiples reprises. Par des Bon, ça, on en reviendra, là. Tu donnes déjà la fin du film. Non, mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, c'est juste quelqu'un qui ne se plie pas aux conformités ou qui ne joue pas le jeu de Hollywood. Bon, pour l'instant, elle va surtout, Lou, avoir du succès au théâtre avant d'arriver à Hollywood. Elle va avoir des succès au théâtre. Après, son grand drame, c'est qu'elle va se rendre compte que, comme elle devient un peu populaire à Hollywood, on la prend pour les premières au théâtre pour lancer des pièces. Et une fois qu'elle a fait le job, il la remplace par quelqu'un d'autre. Donc ça va être très dur parce qu'elle veut vraiment vivre une trahison au théâtre. Et puis pour avoir vu ces films, c'est vraiment des films de nouvelles stars. C'est vraiment la starlette hollywoodienne. Et on sent bien que dans ces films, elle a l'air un peu de se faire chier. Le fameux The Toast of New York qui raconte l'histoire d'un type sans scrupules qui veut gagner des tas d'argent et qui lance une jeune comédienne. Je veux dire, c'est pas qu'elle joue mal, mais c'est juste qu'on se dit, elle s'accroche parce que ça lui plaît pas, ce rôle de femme entretenue. Et encore, elle a quelques répliques bien senties. Peut-être comme senties. Eddie Lamar, qui était une grande psychologue de Vienne et qui se fait chier littéralement dans les films, c'est assez abyssal, quoi. Enfin, quand tu la vois, tu te dis, elle est très belle, mais qu'est-ce qu'elle s'emmerde. Mais d'ailleurs, Cary Grant ne va pas être très tendre avec elle, parce qu'il va même dire, justement, pour étayer ce côté un peu casse-bonbon de Frances Farmer, il va même dire, publiquement, il va dire « Elle est venue à Hollywood en connaissant les règles, mais a choisi de les bafouer. Elle était autodestructrice. Quand on est une femme, on ne se rebelle pas contre son studio. » Merci Cary. Merci Cary. Ce gros tradoche là qui tapait sur des gonzesses. Mais voilà, sauf que là, je pense que l'erreur de Cary Grant, c'est en fait, Frances Farmer ne connaissait pas les règles d'Hollywood. Elle arrivait de façon naïve et en fait, elle a rué dans les brancards comme ça. Et c'est drôle de dire autodestructrice parce que elle s'est pas détruite elle-même, c'est le système qui l'a détruite, c'est les hommes qui l'ont détruite, mais en fait, on est en train de faire peser la responsabilité sur elle, alors que elle a juste été normale. C'est ça. Ça, c'est dans tous les métiers pour le coup, mais c'est fantastique de voir que même là où cette femme a été détruite, brisée, on est encore en train de dire que c'était sa faute, quoi. C'est un peu genre, t'as mis une jupe, donc tu t'attendais à quoi? Mais je pense que la légende d'Hollywood, et d'ailleurs à partir du parlant, elle s'est construite sur cette mythologie qui est un peu celle de Pygmalion, qui est A Star is Born. Donc le premier film avec Janet Gaynor, et puis après il y a eu toutes sortes de films, où en fait on prend une girl next door et on la transforme en star avec les méthodes du studio. Et dans tous les films de Star is Born, si on a envie de se taper la rétrospective, je vous conseille de le voir. Non. Mais si, parce qu'il y a des scènes où à chaque fois on leur dit tu vas mettre une bouche à la Dietrich, tu vas te faire des pommettes comme ça. En gros, c'est présenté de manière un peu comique, un peu soft. Mais en vrai, la vérité, c'est par exemple Jane Fonda qui dit on m'a demandé de me péter toutes les dents, de me refaire le nez et de remonter les seins et de perdre 30 kilos. C'est-à-dire, c'est un peu aliénant la façon dont le studio voit les jeunes actrices en particulier, enfin les acteurs, mais surtout les actrices. Ah bah oui, complètement. Ça, je pense. Alors, certes, les hommes aussi ont des efforts à faire, mais beaucoup moins. Les questions du poids, évidemment, qui est toujours présente. Et puis surtout aussi, on mettait des femmes très jeunes avec des mecs beaucoup plus âgés, quoi. Et c'était normal. Heureusement, ça n'existe plus aujourd'hui, bien sûr. C'est tout à fait normal que Love Interest ait 21 ans et le gars qui en a 50 ou plus. Et c'est pas un sujet. Après, pour en revenir à la destruction de Frances Farmer, ce qui l'a aussi, je pense, beaucoup marqué, c'est que Hollywood est un milieu de requins et elle n'a pas d'aide non plus de la part des femmes. Je veux dire, c'est extrêmement difficile. Même toute sa communauté à Seattle, quand elle fait son essai, c'est la grande bourgeoisie de Seattle ce sont les femmes en premier qui vont gueuler en disant « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit l'image. » Enfin, il y a quand même derrière, il faut pas oublier ce prisme-là. C'est pas que les mecs, c'est qu'il y a vraiment des femmes tout comme aujourd'hui. La société, oui. Tout comme on a aujourd'hui avec. J'aime pas faire des parallèles avec l'actualité, mais quand on voit les trumpettes ou toute la vague des trade-wives aux États-Unis, c'est... Ou la tribune pour Depardieu, non? C'est flippant parce qu'on se dit... Les non, Depardiettes. C'est quand même... Je pense que c'est ce qui lui a manqué aussi, c'est même de par la relation qu'elle avait avec sa mère. C'était très compliqué d'avoir du soutien parce qu'à un moment, sa mère, elle va même oublier sa santé pour lui dire mais non, mais ça y est, on a eu un contact avec ton agent, tu vas retourner. Et elle a plus envie de ça. Oh, si tu savais la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer. Chut, ne dis rien. Attends. Il faut que je te dise quelque chose d'abord. Quoi? Maman, j'ai décidé que je ne retournerai pas à Hollywood. Je croyais que c'était ce que je voulais, tu comprends? C'était le but de ma vie.
J'y mettais tout mon cœur. Et le cinéma a failli me tuer. Alors, j'ai fait une croix dessus. Je laisse tomber. Je peux plus faire ce métier. Frances, chérie, là, tu es complètement folle. Oh, mais tu sais ce qui s'est passé quand tu es partie? Ton agent a téléphoné. Oh oui, il te réclame. Frances, chérie, saisis ta chance. Il faut dire oui pour ton public. Quand je pense qu'ils t'ont soutenu pendant tout le cauchemar que tu as vécu, leur tourner le dos maintenant, ça n'a pas de nom. Ils t'aiment, Frances. Maman, tu n'as pas entendu ce que je viens de te dire. Et puis d'autant qu'elle fait pas le jeu d'Hollywood, c'est-à-dire faire les sorties, les galas, mettre toute la vie qui va avec. Et en plus, elle, comme elle est très théâtre et qu'elle est en plus amoureuse de Clifford Odets, qui est marié, mais qui est ce grand dramaturge qui a notamment qui lui a donné le premier rôle dans Golden Boy, qui sera adapté aux États-Unis. En film avec Barbara Stanwyck. Ah. Oh, tiens. Donc c'est un jeu où est Charlie, où est Barbara, quoi, Oui. chaque fois. C'est d'accord. Mais elle était là. Et en fait, ça, couplé à une activité très, très, très intense sur les studios, où elle va commencer à boire parce que chagrin d'amour, parce que la vie est compliquée, etc. Et ça ne va pas effectivement arranger sa santé mentale. Ah oui. Et puis, en fait, c'est un cercle infernal parce qu'on est mal, donc on commence à boire et on boit de plus en plus et on a encore plus mal. Enfin bon. Et puis une femme qui boit, enfin le stigmate de la femme qui boit n'est pas du tout le même du stigmate autour de l'homme qui boit, qui n'existe pas tant que ça. Enfin, une femme qui boit, déjà, ça la désexualise, ça la masculinise. Ça l'enlaidit. Voilà. Et puis il faut surtout pas qu'elle prenne du poids ou des cernes parce que de toute façon, il faut que ça soit toujours une petite poupée, quoi. Surtout elle qui avait ce physique très gracieux, blonde, une petite pommette. Enfin, ça va pas du tout avec le fait de picoler. Et je pense que ça va de pair aussi avec le mythe de la femme folle. Enfin, la femme alcoolique, c'est la tarée, c'est l'hystérique. C'est très important de parler du mythe de l'hystérie parce que ça, pour le coup, c'est toujours présent et n'importe quelle femme qui va un peu s'énerver, on va partir du principe que c'est une colère qui est pathologique. Et alors si en plus elle a un coup dans le nez, elle ne sera pas prise au sérieux et puis on va dire que de toute façon elle l'a bien cherché. Enfin, on en revient toujours à la même chose. Donc et puis toutes ces actrices qui se sont mises à picoler ou qui ont pris pas mal de médicaments ou des amphètes ou il y en a beaucoup, mais c'était parce que c'était leur souffrance, elles n'avaient pas moyen de faire autrement quelque part. Et parfois donné par les studios, parce que Bien quand sûr. on voit Pour les calmer, pour les calmer, on peut prendre l'exemple de Judy Garland, qui est vraiment l'enfant star, qui était un peu boulotte, à qui on a fait prendre plein de médicaments et qui a fini alcoolique. Elle est morte, elle n'avait même pas 50 ans. Enfin, c'est complètement accro aux somnifères, à l'âge de 15 ans. C'est raide. Pour redescendre des amphètes, il fallait qu'elle prenne des somnifères pour dormir. Ouais. Non, mais parce que le studio, c'est ça, c'est les médicaments, les faux mariages, les faux scandales, les contacts avec la presse trash d'Hollywood, Louella Parsons, Eda Hopper, j'en parle souvent, mais cette photo invraisemblable de Cary Grant qui fait le déménagement de Eda Hopper parce qu'elle l'a plus ou moins menacé de révéler son homosexualité à l'époque, donc il se plie à ses exigences de pub. Enfin, c'est tout un système très très codé. Et je pense, pour revenir au cinéma et au théâtre, il y a peu de représentation des femmes alcooliques, mais souvent elles sont très folles. Je pense par exemple à Claire Trevor, qui avait joué dans La Chevauchée Fantastique. Elle était plutôt spécialisée dans les rôles de femmes un peu difficiles, genre Les Tapins Malheureuses ou dans Key Largo. Je crois qu'elle a eu un Oscar pour celui-là, où elle joue une femme alcoolique qui se met en spectacle. Et le pendant, c'est Un tramway nommé Désir, avec Vivienne Lee qui sort du bois elle-même avec de gros problèmes de santé mentale, et qui joue Blanche Dubois, cette femme alcoolique à la psyché compliquée. Et on va dire que ce sont des rôles à Oscar, mais qui reflètent une vie qu'on n'a pas envie d'idéaliser et qu'on stigmatise. Non, effectivement, alors, quand même, Frances Farmer va commencer, comme tu l'as dit, Lou, à faire quelques petits films. Donc à Hollywood, elle va faire des essais, puis elle va quand même tourner avec Howard Hawks, quand même, dans Come and Get It, et puis remplacée après par Wyler, mais je crois que ça s'est
très mal passé avec William Wyler, justement. Et elle va faire un film avec Cary Grant, on l'a dit. Voilà, donc elle a quelques petits films quand même, mais bon, elle n'arrive pas trop à se défendre. Et assez vite, elle va se faire arrêter par la police pour une histoire assez idiote en plus. Oui, conduite en état d'ivresse. Le problème, c'est que quand elle va se faire arrêter, elle va pas du tout accepter de suivre le flic et elle va le malmener. Et quand on l'emmène au poste et qu'on lui demande sa profession, elle répond suceuse de bite pour vous donner Il faut que je pense à biper. une idée du personnage. Your name? You jerks dragged me down here in the middle of the night. You don't know who the hell I am? Your name, lady? Francis Elena Farmer. Want me to spell it? What is this, a joke? It's a joke? Occupation? Cocksucker. Elle va être condamnée à une amende qu'elle paiera à moitié, puis de nouveau arrêtée chez elle. Mais là, pour le coup, ça va être beaucoup plus violent parce qu'elle va être arrêtée alors qu'elle est vraiment en état d'ivresse très très avancé, nue. Et là, il va y avoir des photographes. Et donc, on peut trouver encore des photos de la presse américaine de cette époque-là. Mais au cours du procès, elle va balancer un encrier à la tête du juge. Et là, ils vont finalement l'interner en hôpital psychiatrique où elle va subir. Peut-être que tu peux nous parler un peu plus de ce qui se faisait en psychiatrie dans ces années-là, mais des choses indicibles. Alors, ça se fait encore, mais moins, donc des électrochocs. Elle en a eu beaucoup. Bon, c'est quand même une méthode assez controversée dans le sens où, à long terme, ça cause des énormes trous de mémoire. Et puis en plus, physiquement, c'est très douloureux, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas d'anesthésion. Aujourd'hui, il y en a, mais donc c'était une douleur physique vraiment très, très intense. Et puis cure insulinique, en fait, où vraiment, on te fait plonger dans un coma et on te réveille après. Enfin bon, parce qu'on pensait, alors ça ne sert à rien scientifiquement, mais on pensait que ça allait peut-être guérir sa folie, sachant qu'en plus le diagnostic il était même pas bien posé. On disait qu'elle était schizo, bipolaire, déjà ça n'a rien à voir, alors que globalement c'était juste une femme en dépression avec des troubles anxieux, quoi, avec un problème d'alcoolisme. Enfin bon, et puis évidemment, enfin on lui procure de mauvais traitements comme ça, donc forcément son état empire, donc on dit qu'elle est encore plus zinzin. C'est toujours la même chose et c'est terrible, quoi. En plus, c'était des vraies salles de torture à l'époque. Oui, il y a même des bains glacés ou des bains même bouillants. Je sais plus si il y a les deux d'ailleurs, je crois ils font. Et on parle de lobotomie à l'égard de la sœur Kennedy, Rosemary Kennedy, la sœur cachée. C'était un mot, en tout cas une technique qui a eu cours. Elle, c'est devenu un légume. Il y a eu un documentaire sur Arte pour la sœur Kennedy. Pour la sœur Kennedy qui était disponible il n'y a pas très longtemps. Et elle est vraiment devenue neuneu, alors que c'était pareil, une femme avec des troubles. Mais c'est vrai que, alors ce qui est très étonnant paradoxalement, c'est que Hollywood s'est quand même saisi du sujet. Parce que moi, ça m'a fait penser à deux films que je vous invite vraiment à voir. Le premier qui s'appelle La Fosse aux serpents avec Olivia de Havilland, où on suit le parcours d'une femme qui est internée dans un hôpital psychiatrique qui petit à petit va retrouver la mémoire parce qu'elle se retrouve. Alors là, il y a vraiment des scènes d'électrochoc. On la voit dans cette fameuse fosse aux serpents où il y a toutes les femmes folles, à moitié nues, qui s'urinent dessus. Enfin, vraiment, c'est très, très violent. Et c'est impressionnant de voir la transformation d'Olivia de Havilland, qui était quand même bien glamour à cette époque-là. Et l'autre, qui est excellent, de Mankiewicz, Soudain l'été dernier, où là, ça parle de lobotomie et où il y a tout un cours sur la lobotomie en plein milieu du film avec... un petit tuto. Un petit tuto avec... Loboto. Non, mais ce que je veux dire, c'est très étonnant de voir à quel point ça pouvait être présent tout en étant un peu caché dans la société de cette époque-là et que le cinéma s'en soit saisi. Dans Vol au-dessus, un nid de coucou aussi, on voit les mauvais traitements, mais ça, c'est pour les hommes. Du coup, c'est plus grave. non, c'est pas ça. C'est que justement, j'allais te poser cette question-là. Est-ce que effectivement, ces traitements-là, assez violents, assez choquants, étaient réservés qu'aux femmes ? Non. J'imagine plus souvent. J'ai pas de chiffres, mais c'est vrai que le grand public s'y est plus intéressé. J'ai l'impression, quand il a été question de le faire sur le personnage joué par Jack Nicholson, dans cette scène qui est juste atroce, on le voit après comme un légume, quoi. Mais alors que bon, globalement, ça touchait. Ça en touchait une sans faire bouger l'autre, c'est ça qu'on dit. Oui, on dit ça. Ça concerne les femmes, voilà. Mais oui, ça faut savoir que ça, c'est juste de la torture, ça sert à rien et c'était pratiqué, et voilà. Mais c'est étonnant de voir à quel point, quand il y a ces films sur les femmes dans les asiles, dans les hôpitaux psychiatriques, on montre vraiment la souffrance de la femme dans les films. Et dès qu'il est question de psychiatrie pour les hommes, quand on prend par exemple le film avec Cary Grant de Capra, là, le titre m'échappe,
où ils essayent d'envoyer celui qui creuse dans la cave, là. Arsenic et vieille dentelle. Que c'est très marrant. Que c'est très marrant. Il y a Arsenic et vieille dentelle. Il y a Harvey, où on essaye désespérément d'emmener James Stewart dans un asile psychiatrique parce qu'il voit un lapin géant. Ah oui, mais parce qu'il est trop mignon. Parce qu'il est trop mignon. Le lapin avec son lapin. Non, mais c'est vrai. Harvey, c'est vraiment le truc, le plaidoyer pour la différence. Et ça marcherait pas avec une femme. On n'a jamais vu ça au cinéma. Alors qu'en revanche, Hitchcock, quand il fait La Maison du Docteur Edwards avec Gregory Peck, là, on traite vraiment le côté masculin aussi de la torture psychologique. C'est le seul film de cette époque-là qui va montrer la souffrance des hommes face à ces problèmes-là. Non, mais dans les années 40, c'est une grande mode de voir des hommes qui rendent folles des femmes. Je pense à Gaslight, évidemment, Naturlich, mais je pense aussi à un autre film avec Barbara Stanwyck, Charles Boyer, The Two Mrs. Carroll, avec Humphrey Bogart. Qui est une vraie ordure dans ce film, vraiment un fumier redoutable. C'est une espèce de portrait de Dorian Gray inversé où il lui dit « Regarde, tu es horrible !» En gros, et en fait, c'est un peu ce néo-fantastique qui se sert évidemment de la psyché des femmes. Ingrid Bergman a joué ça souvent, la femme névrosée dans, j'allais dire Tropique du cancer, mais pas du tout. Les amants du Capricorne. Ouais. Oui, il y a le cancer Capricorne. Il reste plus le lion et le bélier, puis voilà. Donc, il y a là, et d'autre part, il y a d'autres cas à Hollywood de femmes à la carrière brisée par la santé mentale. Je pense à Gene Tierney et Véronique Allais. Qu'est-ce que tu peux peut-être nous en parler? Gene Tierney, qui d'ailleurs a joué avec Frances Farmer dans Son of Fury, il me semble. Enfin, je ne sais pas s'ils se sont rencontrés parce qu'elles ne sont pas dans les scènes ensemble. Mais alors là, c'était typiquement l'exemple de la brune incendiaire, trop belle, qui a eu un enfant handicapé, qui était profondément dépressif, qui s'en évolue toute sa vie. En profonde dépression. Et qui a été hyper maltraitée. Et puis maltraitée en même temps parce qu'on voyait qu'un physique, quoi. Enfin, c'était des femmes qui n'avaient pas leur mot à dire de toute façon. Et donc, mine de rien, l'histoire se répète parce qu'il y a eu Véronique Allais, qu'avant elle, il y avait eu Louise Brooks, il me semble. Enfin, Louise Brooks, oui, disparue de la circulation. Et quand on l'a retrouvée, on a dit, mais elle ressemble plus à Louise Brooks. Tu dis, ça fait 30 ans et puis elle a eu plein de soucis à cause de ma gueule. La célébrité, désolée, quoi. Enfin... Non, mais c'est... Et puis après, ça continue. Hein. Enfin, on peut penser à Lindsay Lohan aujourd'hui. Alors, c'est peut-être des actrices un peu moins talentueuses, mais en tout cas, c'est une nana qui a commencé très tôt sa carrière, et comme beaucoup de on lui a pas laissé le temps de Disney Girls, quoi. Ouais. Et puis avant, enfin ça c'est en France pour le coup, mais pour l'histoire de Maria Schneider qui était terrible, et c'est toujours des femmes qui meurent jeunes en plus. Alors, elle n'est pas morte encore, Lindsay Lohan. J'espère que ça ira pour elle, mais. Elle vient de refaire son comeback avec Freaky Friday et tout. Mais on pense aussi à Winona Ryder parce qu'elle a une énorme carrière, et quand même elle a commencé à 15 ans, donc on l'a vu entre guillemets grandir au cinéma. Et quand elle a volé dans un magasin, ça a été pire que tout. C'est une traversée du désert peut-être de 10 ou 15 ans. Ouais, alors qu'en plus là pour le coup on était sur America's Sweetheart. Enfin, c'était vraiment devenu une petite icône, à la fois Girl Next Door et à la fois trop belle. Enfin, elle avait vraiment un lore en plus de cinéma indépendant comme ça. Et puis il se trouve c'est pas très grave, elle a volé, elle a été chopée, et puis ensuite plus personne volait d'elle, et elle a fait un petit comeback quelques années plus tard. Enfin, vite fait, on la voyait un peu dans Black Swan, et ensuite il y a eu Stranger Things, et donc voilà, maintenant c'est reparti. Mais bon, dans Black Swan, elle a un rôle justement où elle joue une nana qui pète un plomb. De toute façon, Aronofsky, il est pas très connu pour son féminisme, et pour ses rôles de femme intéressants. mais oui, alors elle a dû faire montrer patte blanche pour revenir, quoi, parce que c'est très très grave, elle a volé, elle est folle, enfin voilà. Ouais. Et justement, est-ce que dans le cinéma, les films, le regard sur la santé mentale a évolué selon toi, ou est-ce qu'il y a encore des progrès à faire ? Alors, par rapport aux années 30, oui, j'espère, parce que ça fait quasiment 100 ans. Mais bon, c'est pas non plus foufou. Hein. Enfin, on voit bien que le stéréotype de la femme hystérique, il est toujours présent. Ou alors, si c'est pas la femme hystérique, c'est la faux folle un peu. C'est la faux folle qu'il faut un peu canaliser, quoi. Mais on l'aime bien parce que c'est tu son charme. Tu penses à qui ou à quoi comme rôle? Ou la Manic Pixie Dream Girl, typiquement, c'est celle qui est un peu faux folle, un peu mimi, et en même temps qui va venir sauver l'homme de sa dépression parce qu'elle va lui apporter un grain de folie. Ah, comme Le Nom des gens avec... Comme Kate Winslet dans...
Merde. Non, merde, j'ai pas vu ça. Ah, On va revenir sur le nom des gens. C'est dans le Michel Gondry. Oui. Eternal Sunshine of the Spotless Ah Mind. oui. Zooey Deschanel dans 100 jours ensemble. Oui, d'accord, ok. Typiquement, Ce genre de personnage. sinon, en termes de santé mentale des femmes, on a encore beaucoup la figure de la manipulatrice. Enfin bon, ça, on y reviendra plus tard, mais c'est des archétypes. Et puis Woody Allen a fait beaucoup de mal aussi, je pense, globalement, à la projection qu'on a sur la santé mentale des femmes, parce qu'elles sont toutes soit calculatrices, soit nymphomanes, voilà. Elles veulent tout son corps, parce qu'il est vraiment extrêmement sexy, Woody Allen, il faut savoir ça. Donc les plus belles des actrices voulaient tout son corps. Où sommes-nous? Je ne reconnais pas le... Oh non, pas ça. Pas la salpêtrière. Pas la salpêtrière. Non, pas ça. Pas ça. Non! Je n'ai rien à faire ici. Ça, ce n'est pas toi qui le décide. C'est ton père, enfin. C'était ton père. Maintenant, c'est le docteur Charcot, c'est comme ça. En tout cas, dernièrement, il y a eu une vague avec la redécouverte de Charcot et de ce qu'il faisait subir, notamment le film de oui, ça pour le coup, on en a beaucoup parlé avec ma co-autrice Eva Tapiro quand on fait des présentations, notamment aux étudiants. On prend l'exemple du Bal des Folles, qui est un super bouquin de Victoria Mass et qui ensuite a été adapté en film par Mélanie Laurent, qui était pas mal d'ailleurs. Captive d'un eau des Palières aussi montre ça. Charcot, typiquement, alors petit topo sur l'hystérie, bref. Donc déjà, c'est un mot qui, du grec ancien, parle de l'utérus, donc ça plante bien le décor. Ensuite, Charcot, qui était, il me semble, un neurologue, enfin, il va falloir qu'on revienne là-dessus, parce que je ne suis plus très sûre, mais lui avait son service à la Salpêtrière, et donc c'était toutes ces femmes qui, globalement, avaient soit des problèmes psychiatriques, soit juste on voulait s'en débarrasser. C'était beaucoup de femmes pauvres, hein, aussi, globalement, qu'on internait là-bas. Ils faisaient toutes sortes d'expériences sur elles et en public. Donc, ils montraient ça à d'autres chercheurs, docteurs. Il faut savoir que c'était globalement des femmes qui avaient été victimes de violences sexuelles. Donc, forcément, ça ne fait pas beaucoup de bien à la psyché. Et lui a développé toute cette notion d'hystérie. Voilà. Donc, c'était des femmes séquestrées parfois à vie, hein, des bains glacés. J'imagine, des viols, montrés nus devant tout le monde. Voilà, je pense que le viol, ça faisait pas partie du processus de guérison. C'était un à côté, quoi. Pourquoi pas, allez, tant qu'à faire. Et tu peux peut-être rappeler effectivement ce qu'était cet événement que le Bal des Folles, qui était un événement très couru à Paris. C'était terrible. En fait, c'était du coup une fois par an. Toute la grande société venait pour s'amuser un peu à cet événement-là, où ces meufs-là, pour le coup, c'était peut-être leur seul petit plaisir de l'année. On leur disait, vous pouvez vous amuser ce soir, vous pouvez vous déguiser, machin. Et en même temps, elles étaient vues comme des bêtes de foire. Et parce qu'ils les préparaient quand même, elles se faisaient belles. Elles faisaient un pestacle. Hein, et le tout Paris venait les regarder, à la fois parce qu'ils étaient fascinés, et à la fois parce qu'ils étaient dégoûtés. Et elles, en même temps, franchement, j'imagine que shootées aux médicaments, elles ne pouvaient même pas s'en rendre compte. Et puis j'imagine que beaucoup d'entre elles étaient violées ce soir-là aussi. C'est ce qui est montré dans les films, en tout cas. Et voilà, donc après, hystérie, ça a été, après le siècle d'après, c'était Freud qui reprenait ça à son compte aussi dans un autre genre. Hein. Et l'hystérie a été retirée de tous les manuels médicaux dans les années 1980. Ah, d'accord. Mais nous, on en a toujours entendu parler pourtant. C'est vrai que c'est resté dans le vocabulaire, dans effectivement. Le langage ouais. Alors, certains médecins l'utilisent encore. Hein. Moi, j'ai beaucoup bossé sur le sujet. J'ai eu un psychiatre qui m'a dit, moi, dans mon service, j'ai encore des médecins hommes qui disent celle-là, elle est complètement hystérique, quoi. Mais alors, ça n'a aucune valeur scientifique. Il faut vraiment savoir ça. Et ça a été retiré, en 80 du DSM. DSM, c'est le manuel de référence des troubles psychiatriques. D'accord. Ça n'a aucune valeur scientifique, c'est seulement un mot misogyne. Voilà, l'hystérie, il faut vraiment se rentrer ça dans la tête, mais on verra encore des médecins qui l'emploient. Et alors aujourd'hui, on en reparle un petit peu après, on va en parler, mais c'est que Frances Farmer, par la suite, va continuer à être maltraitée. Elle va quand même réussir à sortir de cet hôpital psychiatrique. Au bout de 7 ans. Au bout de 7 ans, elle va réussir à sortir aussi de la tutelle de sa mère, faire annuler la tutelle que sa mère avait sur elle, parce que ça n'a pas forcément été très bien pour elle, parce que sa mère l'avait forcé un petit peu à retourner vers les studios et tout ça. Elle va même avoir une petite émission de télévision. De télévision. Pas petite, hein, c'était un carton. Mais c'était local en tout cas. C'était local. Ouais, mais c'était local, mais ça a quand même duré. C'est un carton.
pas mal de saisons. Oui, il y a quand même 6 ans, mais c'était pas un truc qui était, comme on disait à l'époque, broadcasté dans tous les États-Unis, mais ça marche assez bien. Après, elle va mourir d'un cancer de l'œsophage, parce qu'en plus d'être alcoolique, elle fumait quand même beaucoup. Et elle va souvent parce qu'on incitait les actrices à fumer aussi. Les studios disaient pour avoir une voix un peu plus grave, comme Jean Turnell le disait, fumez. Donc fumez un peu. Fumez, buvez. Et, voilà. Et arrêtez de manger. Et après, par contre, ne devenez pas folle, s'il vous plaît. Merci. Voilà, non, et mais pas moche non plus. Hein. Et pas moche non plus. Non, mais elle va entamer l'écriture de son autobiographie, qu'elle va pas pouvoir finir, mais qui va sortir de façon posthume. Et le titre, s'il te plaît, Lou. Je sais que tu adores quand je parle anglais. Allez, lance-toi. C'est un très beau titre. Will there really be a morning? Qui va faire un énorme carton en librairie dans le monde entier, qui vont découvrir, en fait, parce qu'elle est assez sans phare sur les conditions d'internement qu'elle a subies. Et ça, en fait, finalement, ça sort dans un contexte de libération de la parole des années 70 qui est intéressant aussi. Ah bah complètement. En plus, là, pour le coup, années 70, c'est l'époque Jane Fonda, qui là est une actrice qui prend position politiquement. Enfin, on est vraiment on n'est toujours pas dans une société féministe. mais c'est une rebelle aussi. Mais en tout cas, on ose plus se rebeller et c'est une parole qui est beaucoup mieux accueillie que si elle était sortie 30 ans avant, quoi. Donc il y a plus d'écoute. Et Jean Turnell fait également son autobiographie où elle se confie. Ouais. Complètement. Et je pense qu'on réalise des choses aussi à ce moment-là. Et j'ajoute qu'Eddie Lamar a fait son autobiographie aussi dans ces années-là. Ecstasy and Me. Oui, et qui est très amusante parce que comme en bonne viennoise, elle s'intéresse énormément à la psychologie et au sexe. Et les deux combinés ont fait scandale. Alors maintenant on dit oui, elle a invité la Wi-Fi. Avec cette voix-là. Oui, elle a un Wi-Fi. Mais pas seulement, parce que son autobiographie est très intéressante sur le monde du cinéma et elle, visiblement, elle aimait le sexe, avoir plein d'amants. Et psychologiquement, elle voyait pas le problème, mais c'était bien la seule. Et elle a inventé la Wi-Fi. Oui, elle a inventé un truc qui a permis d'inventer la Wi-Fi. Ouais. Non, puis c'est sûr. J'apprends que les Viennois aimaient le sexe, apparemment. Mais ça, gros baiser, les Viennois. Oui, mais la psychologie en même temps. Pardon, je t'ai coupé. Non, c'était pas très intéressant. Non, mais c'est aussi une période où on va voir aux États-Unis, où les États-Unis vont réfléchir un peu plus dans la façon dont ils font des biopics à leur star. Il va y avoir donc un film tiré du livre de Frances Farmer avec Jessica Lange qui avait lu le bouquin et qui cherchait désespérément quelqu'un pour l'adapter. Mais c'est aussi l'époque où on a ce truc qui est un nanar, mais qu'il faut voir, qui s'appelle Mommy Dearest, qui raconte, ce qui est adapté du livre écrit par une des filles de Joan Crawford et qui est jouée par Faye Dunaway. Il y a aussi un truc sur Rudolph Valentino. Enfin, c'est vraiment tous ces biopics où ils sont lookés comme dans les années 70-80 et ils essayent de nous faire croire que ça se passe dans les années 40. Il y a une sorte et ça ressemble à des films d'horreur aussi. Et ça ressemble à des films d'horreur. Les deux ressemblent à des films d'horreur de fait. Parce qu'elle crie beaucoup. La vie de Frances Farmer ressemblait à un film d'horreur, mais Joan Crawford, là, c'est vraiment des accusations de maltraitance infantile. Et c'est tourné vraiment comme un Stephen King. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, donc ce film, on le conseille quand même. Je sais pas si tu l'as vu, Frances. Ouais. Ça vaut le coup. Jessica Lange, non. Si, je vais le voir. Après, j'ai pas l'impression que ce soit une merveille du 7e art, mais la bande-annonce, c'est super. Non, mais c'est intéressant pour connaître aussi, pour découvrir sa vie. C'est mine de rien, ça reste assez fidèle, je crois, à sa vie. Ouais. Effectivement, dedans, il y a la lobotomie, ce qui depuis a été réfuté ou pas. Bon, en tout cas, ça existait. Le film est de 82 pour aussi. Le film est de 82, effectivement. Parce que je suis pas sûre que si elle avait une lobotomie, elle aurait pu continuer à travailler après, en fait. À ce point-là une lobotomie, on t'enlève un bout de cerveau. Donc Certes, mais là, effectivement, on la voit, c'est vu, on voit ses émissions de télé après ses apparitions et tout ça. Bon, elle avait l'air effectivement un peu cassée. Mais je sais pas à quel point la lobotomie. Je sais pas. Après 7 ans d'internement, je pense que ça suffit. Oui. À te casser les pattes derrière. Et de prostitution forcée. Ouais. Peut-être. Ouais. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, donc je vous conseille quand même de voir le film, c'est si vous voulez connaître la vie de Frances Farmer. La prestation de Jessica Lange est très bonne. Elle est très bonne, donc effectivement, elle lui ressemble pas mal. Et non, c'est vrai que c'est intéressant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des films sur la psychiatrie qui pour toi sont pertinents, qu'il faudrait conseiller? Moi, j'adore Girl Interrupted avec Winona Ryder et Angelina Jolie. D'accord, oui, c'est Une vie volée, c'est ça? Une vie volée, ouais. Oui, c'est ça, d'accord. Pour moi, ça, c'est... de James Mangold. C'est pas mal parce que c'est un film qui est plus tout jeune maintenant, mais qui est assez moderne finalement, qui fait des beaux portraits de femmes.
c'est que des femmes d'ailleurs, hein, vu que c'est un hôpital psychiatrique pour femmes. Ça parle assez bien de troubles borderline. C'est assez sensible. Ça parle de solidarité féminine. Ça parle de où est-ce qu'on met les barrières de la folie aussi, les frontières entre dépression et pétage de plomb. Moi, j'aime bien ça. Sinon, on fait un pas de côté, mais en termes de série, moi, j'aimais bien Orange is the New Black. Où là, ça parle internement, mais en prison, pour le coup. Là, ça parle assez bien de santé mentale au féminin. En fait, c'est tellement rare d'avoir que des castings féminins que j'ai pas 36 exemples non plus à vous donner. Mais en général, ça, c'est bien fait. Mais Choc Corridor aussi, il y avait pas mal de femmes dedans. De Samuel Fuller, je sais pas si tu l'as vu celui-là. Bon, non, c'est un film assez effrayant, mais qui est daté aussi. Je ne peux pas m'empêcher de conseiller l'association d'idées avec Jessica Lange, la très bonne série de Ryan Murphy, Feud, Betty and Joan, où là, Jessica Lange n'interprète pas Frances Farmer, mais Joan Crawford avec Susan Sarandon en Bette Davis. Excellente. Et qui raconte la déchéance de ces deux immenses stars qui vont toutes les deux sombrer dans l'alcool. Il y a notamment une scène magnifique de folie dans le dernier épisode. Enfin, c'est une autre vision de la machine à broyer hollywoodienne. Oui, parce que la machine à broyer, c'est-à-dire qu'il y a de quoi devenir dingue quand pendant 20 ans, tu es la méga star, tout le monde te mange dans la main parce que tu fais les meilleurs films, et du jour au lendemain, tu dois mendier un rôle de figu dans un mauvais film parce que c'est une aliénation très, très forte. On a parlé de Frances Farmer, on ne peut pas ne pas penser aussi à la trajectoire de Britney Spears, qui finalement a une trajectoire assez proche. Et on l'a broyée. Elle était sous la tutelle de son père, qui a longtemps presque eu la main mise sur elle. Il y a eu un pétage de plomb sous l'œil des caméras. Ça, c'est vraiment... sauf qu'elle, en plus de ça, donc c'était avant les réseaux sociaux, enfin, là où ça paraissait à peu près. Donc, c'était pas aussi fort qu'aujourd'hui, mais il y avait déjà la presse People. Il y avait MTV, il y avait la presse People, enfin, c'était énorme. Je me souviens, moi, à l'époque, car j'étais ado, qu'il y avait plein de gens qui avaient mis des thunes en disant c'est moi qui veux la dépuceler, je mets $1 million pour être celui qui va la dépuceler, et tout le monde riait de ça. Et en fait, c'est Nathalie Portman qui a raconté ça très récemment quand Léon est sorti. Il y avait des pronos sur quand elle allait perdre sa virginité et des gens qui se portaient bénévoles. Elle recevait des lettres aussi beaucoup. Voilà. Donc ça c'est voilà. Et puis petite anecdote parce que le couple favori des Américains, c'était Britney et Justin Timberlake, qui étaient les bons blancs. Et bons blancs basiques vierges. Et donc lui, après, quand ils se sont quittés, il était régulièrement interrogé dans des talk-shows sous le ton de l'humour alors, vous avez fait l'amour, tu l'as dépucelé, et lui, il faisait des vannes dessus. Enfin, c'était immonde. C'était vraiment immonde. Donc le good guy, en plus, Justin, là, il a des cheveux en eau chinoise. Ouais. C'est quoi cette attaque à 2 balles? En tout cas, oui, non, effectivement, Britney, c'est pas la seule, effectivement, mais c'est vrai que le parallèle est assez troublant avec Frances Farmer. Mais Frances Farmer, après, a quand même une importance dans la pop culture. On peut pas ignorer. Tout est chaos. Tout est chaos, oui. Ah oui, c'est vrai que j'ai reconnu après dans votre portrait, Marcel. Oui, parce que Mylène Farmer, qui s'appelle Mylène Gauthier, ce qui est pas beaucoup mieux que Farmer. Mais je vois mal ça, effectivement, au Stade de France. Mylène Gauthier. Elle voulait être comédienne, elle était au cours Florent, et Laurent Boutonnat, grand spécialiste des ados qui chantent, pense à une chanson qui s'appelle Maman a tort, qui est écrite à partir de la vie de Frances Farmer sur une petite fille qui est internée par sa mère. Et il cherche donc une ado, mais juridiquement ça passe pas. Pourquoi? On ne sait pas, parce que normalement en France c'était ok. Sauf que du coup ils organisent un casting et ils tombent sur Mylène Gauthier qui, avec cette chanson, devient Mylène Farmer, en famage à Frances Farmer, et qui va garder ce lien avec cette actrice qui est présente dans dans la pop culture, beaucoup chansons, romans, films, etc. Finalement, moins sa carrière que sa vie a été ce côté un peu rebelle et revenant dans les brancards, effectivement. Alors, c'est le moment du quiz, je pense, Maud. Je sais que tu l'attendais avec impatience. Ça fait une semaine que j'attends que ça. Je mange plus. Comme d'habitude, c'est Marcel qui va gagner. Non, tout le monde a ses chances cette fois-ci. Alors, justement, on vient d'évoquer Mylène Farmer. Donc là, le petit quiz que je vous propose, c'est que c'est tous ces gens qui ont choisi donc un pseudo qui viennent en référence ou en hommage à des célébrités. Donc, je vais vous demander juste un vrai ou faux. Je vais vous donner des noms et savoir si effectivement l'affirmation est vraie ou fausse. Okay. D'accord ? Alors, premier exemple.
Attention, hein, c'est la rapidité. On doit buzzer Donc, sur un truc ou pas sur la table parce que ça va faire du bruit. En tout cas, levez la main comme à l'école. Alors, le nom du groupe Duran Duran vient du film Barbarella de Roger Vadim. Vrai ou faux? Vrai? Oui, c'est vrai, c'est Claude Dauphin qui dit à Barbarella, il faut que tu trouves le professeur Duran Duran. Et oui, donc le groupe Duran Duran, effectivement, c'est tiré du docteur dans Barbarella de Roger Vadim. Okay. Pour ceux qui ont écouté l'émission sur Jane Fonda, eh bien, vous le saurez. Voilà, mais c'était un test, Marcel. Alors, deuxième affirmation, Marilyn Manson, c'est un hommage à Marilyn Monroe et James Manson. Charles Manson. Faux. Charles Manson, le tueur de Sharon Tate et de tous ces... avec des croix gammées gravées sur la gueule. Effectivement, c'est pas James Manson, c'est pas James Mason, pardon. Effectivement, il s'appelle de son vrai nom Brian Hugh Warner. Ce qui est pas... Brian. Ouais, Brian. Le petit Brian. In the kitchen. Voilà. Brian est mort, comme dans la pub. Alors, troisième affirmation, Zaz, la chanteuse, s'appelle Zaz en hommage au trio Zucker-Abraham-Zucker, les réalisateurs de Y a-t-il un pilote dans l'avion? Elle a autant de culture que ça? Est-ce que c'est Zazie dans le métro plutôt? Alors, Maud? Moi, je dirais faux. Je pense qu'elle connaît juste... elle s'y connaît en Serwell, mais qu'ensuite pas. Oh non, c'est pas vrai, elle a de l'humour. Non, détrompez-vous. Alors, faux, effectivement, tu as raison. Elle s'appelle Isabelle Geffroy, ce qui est déjà ça fait le truc aussi. Et non, c'est Zaz, parce que ses amis l'appellent Zaz, comme ça. Voilà, mais il y a vraiment parce aucune... que Isa, Zaz, Zazou. C'est ça. Alors, Lara Fabian, c'est un hommage à Françoise Fabian, parce qu'elle avait adoré Ma nuit chez Maud de Romer. Elle a une culture aussi. Écoute, non, mais ça suffit. Si, peut-être, je le vois bien. Moi, je dirais non parce que je crois que c'est son vrai nom. Alors, c'est faux. Alors, c'est plus ou moins, tu as raison, Marcel, c'est plus ou moins vrai. Enfin, le nom de sa grand-mère. C'est un hommage à son oncle maternel qui s'appelait Pippo Fabiano. Voilà, okay. Je tente l'accent italien. Alors, l'animatrice Dorothée, c'est un hommage à Dorothée Dandridge, la star de Carmen Jones. Est-ce que c'est vrai ou faux? Moi, je dirais vrai. Ce serait pas Dorothée du magicien d'Oz, je sais pas. Ben non, faux. Non, c'est juste Dorothée, c'est pareil, c'est son producteur qui lui a dit appelle-toi Dorothée, okay. c'est plus sympa. Elle s'appelle pas Brigitte. Elle s'appelle Frédéric Auchedet. Ah oui, c'est ça, oui, tout à fait. Comme quoi, des fois, c'est une bonne idée de changer de nom. Alors, Michael Keaton s'appelle Keaton en hommage à Buster Keaton. Michael Keaton, la star de Batman. C'est pas son vrai nom, non? Mais c'est son vrai nom. Eh bien non, ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Michael John Douglas. Donc, il s'appelait Michael Douglas. Il ne pouvait pas... Michael Douglas était déjà en train de se faire harceler. Alors, Bob Sinclair, c'est un hommage à Belmondo dans Le Magnifique. Oui, c'est bien sûr. Ah, bah là, je vois qu'il y a des fans. Christophe Le Friand. Exactement. Alors là, pas mal. Alors là, Marcel, double bonne réponse. Je connais aussi le vrai nom de Pierre Brasseur. Il s'appelait Lespinasse. Ah bah mince, alors bon. Albert Lespinasse, le papa Brasseur. Donc, avant-dernière affirmation, Lio. Ce nom est un hommage à Barbarella, encore une fois. Oui, je sais pas. Alors, eh bien oui, c'est encore une fois Barbarella, comme quoi elle a inspiré cette héroïne beaucoup de surnoms. Un personnage qui, en plus, quand on le voit dans la BD, ressemble beaucoup à Lio, donc c'est assez normal. De son vrai nom, Lio, alors attention là, Marcel, vous savez Vanda, c'est un nom évidemment Vanda portugais. Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. Voilà, j'avais Vasconcelos, mais... Dit Lio, c'est voilà. Plus court. Et enfin, dernière affirmation, Chia le bœuf, c'est un hommage à ses deux aliments préférés, les graines de chia et la viande de bœuf. Non, c'est son vrai nom. C'est son vrai nom, effectivement, il s'appelle vraiment... Il aurait dû en changer. Chia le bœuf. Oui, non, effectivement, il aurait peut-être dû en changer. C'est la fin des bobines, merci de nous avoir écoutés. Un grand merci à toi Maud, et on rappelle le titre de ton dernier ouvrage, Tu devrais voir quelqu'un, aux éditions Anne Carrière. Anne Carrière, on avait dit Stéphane Carrière, mais non, Anne Carrière évidemment. On peut te retrouver également sur ta page Instagram avec des publications toujours aussi intéressantes. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Instagram lesbobines.podcast et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Alors on le dit toujours, YouTube, Spotify, Apple Music, vous n'avez aucune excuse pour ne pas nous écouter. Donc à la prochaine, merci encore Maud et merci à vous. Ciao. 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 Just a number of whole had a good time, left face to go. We been seeing
the double forward, the greatest state.